Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 1. Gada. Depuis 30 ans, Gada Hatem dédie ses jours, et parfois ses nuits, à la cause des femmes. La gynécologue obstétricienne, fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, écoute, opère, répare, oriente les femmes abîmées, mutilées, blessées qui la consultent. Avec une humanité et une ténacité hors du commun, elle a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes son quotidien. Je vous accueille aujourd'hui à l'hôpital Béjean, hôpital militaire situé à la frontière entre Vincennes et Saint-Mandé, dans le bureau du docteur Chérier, où j'ai un petit strapontin parce que je reviens un jour par semaine accompagner l'équipe des gynécologues qui ont été mes élèves il y a une petite vingtaine d'années. En tant que gynécologue un peu en fin de carrière, j'ai eu le loisir de réfléchir à quelles propositions de santé on pouvait faire aux femmes qui n'existaient pas encore de manière très concrète. Et il m'a semblé qu'ouvrir un lieu entièrement dédié aux conséquences de la violence et des vulnérabilités avait du sens. C'est pourquoi nous avons ouvert la Maison des femmes en 2016. Et dans ce lieu, nous accueillons toutes sortes de difficultés. Et nous avons structuré l'offre de soins en 3 parcours. Le premier, c'est le planning familial, avec tout ce qui tourne autour de la contraception d'urgence, de l'avortement, mais aussi des actions de prévention, en accueillant des jeunes, en allant dans les lycées et les collèges, et même en intervenant dans les entreprises pour expliquer qu'on peut côtoyer une femme victime de violence sans le savoir, qu'il y a des signes et qu'il y a des choses à faire. Notre deuxième parcours concerne les mutilations sexuelles. Nous accueillons les femmes excisées ou qui ont peur que leur fille soit excisée. Et nous leur proposons tout un parcours centré sur la psychologie, la sexologie et l'estime de soi, avec parfois la chirurgie au bout si ça s'avère nécessaire. Et le troisième parcours, c'est les violences conjugales, intrafamiliales, sexuelles, viol, inceste, tout ce qui peut détruire femmes et enfants. Ce qu'on ne sait pas très bien, on commence à le comprendre aujourd'hui, c'est que la violence détruit les êtres humains. Alors à des degrés divers, il y a des gens qui ont une capacité de résilience importante, ou alors qui ont su se faire aider, ou qui ont trouvé la bonne personne qui va être leur tuteur. Mais beaucoup d'êtres humains qui ont été confrontés à la violence, quelle qu'elle soit, n'ont plus aucune capacité pour réagir et pour reprendre leur vie en main. Ce qui frappe, c'est qu'en fait, que ce soit dans les parcours migratoires, que ce soit dans la violence conjugale, que ce soit dans la violence intrafamiliale, et notamment je pense à l'inceste qui est sous le feu des projecteurs aujourd'hui, il y a toujours des patterns communs, c'est-à-dire que la femme est prise dans une succession de violences, qu'on appelle le continuum des violences, qui peut démarrer à sa naissance. Alors quand on est né en Afrique, ça peut être « je suis excisée, je suis mariée de force, je suis violée, je ne vais pas à l'école et on me renvoie chez mon mari chaque fois que je demande de l'aide, jusqu'à ce qu'il me tue ». La société accepte cette issue parce que c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. Dans les violences intrafamiliales, le profil de l'agresseur est toujours le même, c'est l'emprise, c'est la main mise sur la femme, c'est la destruction de sa personne et de sa personnalité. Et quelle que soit l'origine des êtres humains, ce phénomène est absolument identique. Ces agresseurs fonctionnent tous de la même façon. Et pour les violences sexuelles, et notamment à domicile, c'est pareil. Il y a toujours l'emprise, la honte, la culpabilité et au final, le silence. Et il est bon de rappeler que ce silence ne profite qu'à une seule personne, l'agresseur. Les conséquences physiques des violences sont évidemment la plupart du temps visibles, contrairement aux conséquences psychiques qui sont invisibles mais souvent beaucoup plus destructrices. En tout cas, c'est ce que nous disent les femmes. Donc nous agissons sur les blessures physiques, en les réparant, bien sûr, en faisant des certificats, parce que ces certificats permettent aux femmes d'apporter des preuves. Parfois, elles vont
consulter beaucoup plus tard au commissariat ou porter plainte, et si elles n'ont pas de preuves physiques de ce qui leur est arrivé, c'est un peu vain. Et puis, pour ma part, je réalise des transpositions du clitoris, qui sont des chirurgies pour redonner aux femmes un sexe le plus proche possible de la normale, avec un clitoris le plus fonctionnel possible. Alors, on ne reconstruit pas vraiment, on déplace le clitoris qui a été enfoui par l'excision, et dont l'exciseuse a coupé un très petit morceau, donc il en reste beaucoup. Vous savez bien sûr qu'il fait environ 10 cm, donc il en reste à peu près 9,5. Et on va ramener ce clitoris qui est recouvert de peau et qui s'est complètement collé à l'os pubien, on va le remettre en avant, on va le remettre superficiel, ce qui va permettre aux femmes de le stimuler et de retrouver la plupart du temps des sensations de plaisir, voire même des orgasmes. Et effectivement, quand une femme revient en disant « j'ai eu mon premier orgasme », eh bien c'est la fête en consultation. J'ai en tête un parcours d'une femme qui était victime de violence, avec un mari qui ne respectait absolument pas cet être humain et qui l'esclavagisait totalement. C'était une femme qui avait beaucoup de personnalité. Donc on a fait tout le parcours habituel, et puis il y a eu la chirurgie du clitoris à la fin. Et 6 mois après, elle est revenue me voir en me disant « Mon mari me respecte, il me parle plus du tout comme avant. Quand je suis fatiguée, il s'occupe des enfants. Et j'ai ouvert une entreprise de produits de beauté à base de karité. » Cette femme avait repris confiance en elle. Elle avait compris qu'elle n'était pas un objet, qu'il n'y avait pas de fatalité, que le devoir conjugal et tout ça, c'était des bêtises. Et donc, elle n'acceptait plus. Et puis son mari, voyant que cette femme s'autonomisait, s'affranchissait, prenait sa sexualité en main, créait sa propre entreprise, s'était mis à avoir de l'admiration pour elle. Et donc en fait, mais c'est pas toujours aussi beau, hein. Très souvent, il y a une séparation au bout. Mais là, cet homme avait compris, je ne sais pas pourquoi, sans doute que cette femme était convaincante, qu'il avait tout intérêt à s'allier à cette femme qui finalement valorisait le couple, plutôt qu'à passer son temps à l'humilier et à la rabaisser. Donc je me suis dit que là, le parcours était quand même assez fabuleux. La violence ne connaît pas le milieu social, il ne faut pas l'oublier. Et ce que les femmes de milieu aisé peuvent peut-être faire plus que les autres, c'est donner le change. Parce qu'elles ont l'air d'avoir une vie dorée, parce qu'elles ont l'air d'avoir tout ce qu'elles veulent. Et en fait, elles sont plus que d'autres obligées de cacher. Aussi parce qu'on ne les croira pas. Qui va penser que la femme du PDG machin, qui part en vacances partout dans le monde, qui a une femme de ménage, une nounou et un chauffeur, qui va penser que tous les soirs, en fait, elle est humiliée, voire frappée, et qu'elle est obligée de consommer beaucoup de fond de teint le matin et de mettre des manches longues et des lunettes de soleil pour que ses voisins ne s'en aperçoivent pas. Donc non, il n'y a pas de protection et il faut être vigilant à ses voisins, à Vincennes, à Saint-Mandé, comme ailleurs. On me demande souvent si je suis féministe, et j'avoue que cette question m'embarrasse un peu, non pas parce que le féminisme serait un gros mot, ce qu'il n'est pas, mais parce que je ne suis pas une activiste au sens strict du terme. Par contre, dans le domaine qui est le mien, je me mobilise et j'agis pour le droit des femmes et leur santé. Et je suis donc une féministe concrète, et je le fais depuis le terrain qui est le mien et que je préfère, les mains dans la gadoue. Mais c'est moi, en fait. Je n'aime rien tant qu'être les mains dans la gadoue, en vrai. Parce que c'est là que ça se passe. La vie est un millefeuille. Et à chaque feuille, je pense, correspond un temps. J'ai eu une feuille maman, j'ai 3 enfants, je m'en suis beaucoup occupée. Ils sont grands, ils vivent leur vie, je suis très fière de tout ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ne plus avoir les enfants à la maison, ça vous donne une espèce de banque de temps inépuisable, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on passait beaucoup de temps à faire des choses qu'on n'a plus à faire. Et donc, j'ai profité de ce cadeau qui m'était fait de temps pour mener des projets personnels que je n'aurais pas menés quand ils étaient petits. Aujourd'hui, j'arrive à une nouvelle feuille. Je suis grand-mère depuis peu et je m'étais juré que
je profiterai aussi de ça. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de m'assurer que les maisons des femmes vont se construire partout en France et que, notamment à la maison mère, qui est la maison de Saint-Denis, des jeunes femmes brillantes et engagées vont prendre ma relève, ce qui va me permettre de me consacrer à la vie comme elle vient.